Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de ce nouveau numéro. Toussaint Corticiato est mon invité. Psychothérapeute installé à Ajaccio, il a fait de la psychogénéalogie sa spécialité rencontre. La grande question, histoire de famille, pourquoi un tel engouement pour les sagas, littérature, télé ou cinéma? Élément de réponse avec la journaliste Sandra Alphonse. Échouer pour mieux rebondir, et si Sérène Atalamon y faisait ce soir l'éloge de l'échec? Peut-on s'extirper de son destin familial ou sommes-nous condamnés à reproduire les schémas parentaux? Ce sera le thème de la chronique ciné en compagnie de Cécile Orsogne. Et en fin d'émission, la séquence freudienne, Toussaint Corticiato prendra place dans notre divan pour une petite introspection publique, mais néanmoins bienveillante. À mes côtés ce soir, la journaliste Sandra Alphonse, Cécile Orsogne et Sérène Atalamon. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Avant de vous retrouver dans un instant, j'ai le plaisir de recevoir le psychothérapeute Toussaint Corticiato. Bonsoir Toussaint. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, avant de débuter cette interview, une première question dont nous avons ici l'habitude, Toussaint. Est-ce qu'il peut vous arriver parfois ou rarement d'être de mauvaise foi? Très rarement, parce que pour moi la parole est sacrée. Mais quand même, il faut bien avouer que parfois, je ne résiste pas à la tentation, quand quelqu'un a une idée bien arrêtée, de prendre l'opinion inverse et puis d'argumenter. Et puis quand l'autre est tendu comme une arbalète, j'arrête et je dis non, mais je m'en fous. Voilà, c'est un plaisir, c'est possible. Un plaisir sadique. Merci Toussaint Corticiato. Alors vous êtes thérapeute, spécialiste et spécialisé dans la psychogénéalogie. Quelle est l'histoire donc de cette discipline largement nourrie, notamment par les travaux d'Anne Ancelin? Alors, moi, je ne me reconnais pas trop dans la psychogénéalogie, même si j'ai le titre de psychogénéalogiste, mais plutôt dans l'analyse transgénérationnelle. Pour moi, la psychogénéalogie, c'est plutôt toute une série d'outils au service du transgénérationnel. Et donc, pour répondre à la question, l'histoire de la psychogénéalogie est référée à Anne Ancelin Schoenberger, qui a donné ce nom. Enfin, ça venait normalement de Jodorowsky, mais il y a eu une petite bataille. Et cette façon de théoriser la psychogénéalogie n'est pas unique. C'est-à-dire qu'il y a plein de courants de pensée, notamment ça a démarré dès la période freudienne avec Sándor Ferenczi, qui avait une façon de travailler très particulière, qui a engendré, on va dire, une théorisation auprès d'Abraham et Torok, qui ont repris dans l'écorce et le noyau, et qui sont à la base vraiment de l'apport transgénérationnel au niveau psychanalytique. Et donc il y a plusieurs courants de pensée autour de la psychogénéalogie. Voilà, même après, et chez du Mélanie Klein, qui était spécialisée chez les enfants, on peut retrouver différents outils un petit peu... Oui, après, il y a tout le travail de Dolto qui travaillait sur 3 générations, en recevant évidemment des nourrissons avec leur mère qui parlaient aussi de leurs parents. Et donc, à ce titre-là, c'est la première qui a médiatisé vraiment le travail sur plusieurs générations. Alors, on connaît, Toussaint Corticiato, l'importance symbolique de la famille ou encore de la religion en Corse. Est-ce que ça ne complique pas un petit peu le travail des analystes insulaires? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on retrouve ici des problématiques qui sont, que l'on trouve ailleurs, parce que j'ai pu exercer à Paris et que, de toute façon, il n'y a pas vraiment de problématiques locales, si ce n'est peut-être un plus grand silence, un plus grand tabou sur l'inceste. Mais autrement, en termes de rapports familiaux, c'est plutôt agréable de travailler en Corse parce que il y a cette culture de la famille et donc ça parle immédiatement aux personnes originaires de Corse, cet impact de la famille sur sa propre vie. Certains auteurs ont fait le lien, alors existant ou supposé, entre anxiété, angoisse et insularité. Est-ce que, selon vous, ce lien existe véritablement? Alors, le fait d'être sur une île, ça peut être à la fois une protection, ça peut être contenant. Donc, à ce titre, ça peut avoir une vocation protectrice. Rassurante. Rassurante. Beaucoup de gens vivent l'insularité comme un enfermement, parce que il faudrait pouvoir sortir de l'île quand on a envie. Mais ce qui joue sur l'anxiété beaucoup plus, c'est le paysage tourmenté. Beaucoup plus, je trouve. En tout cas, quand on m'explique, quand on me raconte les rêves, etc., on est avec des paysages très tourmentés, rocailleux, falaises, et ça, avec la mer autour qui peut être aussi une menace en fonction, évidemment,
de son histoire familiale. Quel pourrait être le point de départ d'une analyse transgénérationnelle en vient avec son arbre généalogique? Non, pas du tout. Non. On consulte parce qu'on souffre, parce qu'on présente des symptômes, on va dire, mais les symptômes ne sont pas forcément très intéressants. C'est la souffrance qu'il y a derrière qui va intéresser l'analyse transgénérationnelle. On vient parce qu'on souffre, on ne vient pas pour quelqu'un d'autre, on ne vient pas par curiosité. D'ailleurs, je refuse les personnes qui viendraient travailler par curiosité, parce que c'est un travail très engageant, qui mobilise des processus inconscients qui sont majeurs. Et donc, bien sûr que je peux répondre à quelques interrogations sur des liens autour de ce qu'on appelle le génosociogramme, l'arbre généalogique que l'on va commenter. Mais on ne vient pas juste pour travailler son histoire familiale. On vient pour résoudre une souffrance ou l'apaiser. Alors, et ma dernière question, alors je sais qu'il faudrait davantage de temps pour y répondre, mais est-ce que l'on peut hériter des névroses de ses ancêtres sans savoir qu'ils étaient eux-mêmes névrosés? Ou des psychoses, peut-être. Oui, parce que quand on parle des névroses, on fait référence à la psychopathologie. Moi, je ne vais pas raisonner en termes de psychopathologie, mais de quoi on va hériter de ses ancêtres? On va hériter de l'apport génétique. Bon, ça, on ne peut pas s'en défaire. Cet apport génétique ne dit rien de la psychopathologie qui peut naître et qui va naître dans un environnement particulier. Donc, ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un gène, par exemple, de la schizophrénie, qui devrait engendrer donc une psychose, que l'on va développer une psychose. On peut développer une psychose si à un moment donné, l'environnement est tel... Un élément déclencheur va... Oui, que la psychose va jaillir. Donc voilà, on n'est pas porteur du gène de la schizophrénie sans être schizophrène. Exactement. Beaucoup sont porteurs de cette problématique-là et très peu la développent. Et comment on peut savoir si on est porteur de ce gène? Il y a des... Bon, alors c'est pas mon domaine, la génétique, vous l'avez compris. On peut faire des analyses, c'est vrai, oui, ce serait bien de sûr. savoir, de connaître tous ces gènes, voilà, quelle maladie pourrions-nous développer ou pas? S'orienterait nos consultations sereines médicales quand même. Oui, on connaît bien, on saurait quel spécialiste consulter. Absolument. Dans certains cas, il vaut mieux ne rien savoir, à mon avis. Oui, c'est un peu dangereux de parler de destin génétique. C'est un peu dangereux, parce que l'eugénisme naît quand même de ces connaissances que l'on aurait sur les individus, comme quoi ils seraient défaillants de tel ou tel gène, et ça engendrerait peut-être quelque chose qu'on regretterait plus tard. Donc mieux vaut parfois rester un peu discret. Ne rien savoir. En tout cas, les traumatismes se transmettent même physiquement, puisqu'une étude révélait que les descendants de déportés d'Auschwitz, en fait, naissaient avec un taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, pour simplifier, supérieur à la moyenne. Donc ça peut même se transmettre dans le corps, les grands traumas. Il y a des marqueurs qui ont été découverts, mais des marqueurs de stress. Pas forcément des marqueurs de ce qui a engendré le traumatisme. Il faut bien faire la différence. On s'emballe très vite autour de ces découvertes. En fait, effectivement, quelqu'un qui a été soumis au stress à une génération va engendrer, quand le stress est très fort, va engendrer une sensibilité au stress beaucoup plus forte. Ça, c'est la transmission épigénétique chez les descendants et même de générations après. Très bien, merci Toussaint Corticiato. Je vous propose tout de suite de retrouver la journaliste Sandra Alphonse qui s'intéresse un peu à ce succès autour des sagas familiales dans les arts. Oui, alors c'est un succès qui est déjà très ancien parce qu'en fait, la famille, première cellule sociétale humaine, a toujours peu ou prou constitué l'ossature et le sujet principal des premiers livres connus ou des premières œuvres d'art importantes, que ce soit dans le domaine religieux ou dans le domaine profane. On peut citer l'Ancien et le Nouveau Testament évidemment, ou encore la tragédie grecque antique, qui a eu des avatars, entre guillemets, tout au fil des siècles. Plus tard, collatéralement, avec l'essor des sciences humaines, le sujet est devenu un objet d'étude et d'analyse que l'on a pu conceptualiser. Mais il a quand même continué d'irriguer la littérature, puis le théâtre, puis le cinéma, puis inévitablement la télévision. Alors, on va citer quelques exemples. Tout d'abord, peut-être un des plus emblématiques, en tout cas en France, c'est la célèbre saga des Rougon-Macquart d'Émile Zola au XIXe siècle, dont le sous-titre était « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Et ce qui était intéressant, c'est que Zola, empruntant quand même énormément de choses à la comédie humaine de Balzac, s'est inspiré des nouvelles
théorie du temps sur l'hérédité et l'atavisme. Il en fait carrément le corpus idéologique de cette saga. On pourrait citer aussi à l'étranger La guerre et la paix de Léon Tolstoï et Les Buddenbrock de Thomas Mann, roman inspiré de sa propre histoire familiale qui décrit le déclin d'une famille commerçante dans l'Allemagne du début du XXe siècle. Alors on y décèle notamment, et c'est à ce titre que c'est intéressant, l'influence des théories naissantes de Freud et également l'influence de Nietzsche et de Schopenhauer. Donc le livre compta d'ailleurs, pour l'anecdote, parmi les livres brûlés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale au cours de leurs nombreuses autodafés. Bref, les exemples littéraires sont légion et au siècle suivant, l'essor des techniques audiovisuelles, bien évidemment, favorisera aussi le traitement des sujets familiaux par le biais des séries télévisées et du cinéma. Alors je vais citer un exemple que les plus de 20 ans connaissent, pardon pour les autres, hein. C'est Les gens de Mogador, une célèbre série télévisée qui a fait les beaux soirs de la télévision française dans les années 60-70. Toujours le même schéma, hein, une saga familiale au cours des générations, à travers l'histoire. Et ça a inauguré toute une série de dérivés un peu dans le même esprit. Dans les années 80, personne n'a oublié, du moins je le suppose, Dallas, qui reprenait sur un mode un petit peu hollywoodo-flamboyant la tragédie grecque antique, avec son lot de déchirements, son lot de conflits familiaux, son lot d'Oedipe à régler peut-être, enfin, de névroses, d'addictions, voilà, sur fond de musique que tout le monde a en mémoire. Et évidemment, le cinéma a surexploité le sujet. On peut citer énormément de cinéastes qui ont, en France comme ailleurs, utilisé la famille comme lien de toute leur démonstration, en quelque sorte. Claude Lelouch, Martin Scorsese, par exemple, en passant par les grands classiques américains ou européens. Alors, pourquoi un tel engouement? Alors, ce serait peut-être même à notre invité de répondre à cette question, mais je vais donner deux, trois pistes. Tout d'abord parce que chaque histoire, si différente soit-elle, nous renvoie immanquablement à la nôtre, à notre histoire familiale, par des processus assez naturels d'identification ou au contraire de rejet ou d'effets miroirs. Ensuite, parce que ces sagas sont souvent inscrites dans un continuum historique qui, dans ces multiples épisodes, permet aussi, en contrepoint de cette histoire un peu familiale, d'apporter en quelque sorte des circonstances atténuantes à la dérive de certains des personnages. Alors ça, c'est peut-être aussi un mécanisme psychologique dont on pourrait... rassurer, hein, dont on pourrait parler. Et in fine, parce que, inévitablement, notre humble condition d'être humain nous renvoie à des questionnements et à des comportements dont la racine se trouve souvent dans l'enfance et donc dans le contexte familial. On en revient toujours à ça. La boucle est en quelque sorte bouclée. Merci Sandra Alphonse. Alors vous pensez que la famille c'est véritablement notre point de départ et quoi qu'il arrive, on y reste toujours attaché? C'est-à-dire que notre environnement premier est radicalement important pour nous, puisque c'est là où nous allons circuiter notre cerveau dans le rapport affectif. Et donc c'est important de comprendre cet environnement premier. Et l'intérêt sans doute de connaître l'histoire familiale, et notamment le plaisir que l'on peut prendre à regarder des sagas familiales, c'est qu'il y a cette dimension contextuelle, sociale, économique, que l'on peut comprendre. Et tout à coup, on voit l'articulation, comment de génération en génération, on peut se comporter non pas tel que l'on est, mais tel que l'environnement nous commande de le faire. L'impact du culturel est important aussi dans la façon dont on va se construire. Donc cet environnement premier est radicalement important pour nous parce que c'est celui où on va commencer à comprendre d'abord qui on est, c'est-à-dire savoir qu'on a un corps, savoir qu'on a des émotions et que ces émotions vont être ressenties par un autre qui va nous les renvoyer, détoxifier. On va pouvoir s'organiser, mettre des limitations, enfin tout ça. Et ça, c'est très important pour nous.
Et est-ce que vous rejoignez Sandra Alphonse dans ces pistes de réflexion? Pourquoi cet engouement, depuis, j'ai envie de dire depuis toujours, autour de ces sagas familiales? Est-ce que ça nous rassure de voir que dans les autres familles, il y a aussi des conflits, des addictions, toutes des choses qu'on n'assume pas forcément, de se dire si chez les autres ça va pas, ça me rassure un petit peu quand même. On a besoin tout le temps de savoir qu'on appartient à une humanité. Et qu'il y a d'autres êtres humains qui vivent les mêmes choses que nous. Et effectivement, quand on voit cette dimension, il y a une haute insécurité dans les familles. La famille, c'est pas simplement un lieu d'amour, c'est un lieu aussi où il y a beaucoup de maltraitance. Alors parfois maltraitance involontaire, mais aussi des maltraitances volontaires. Donc de voir que les autres familles connaissent aussi des douleurs fortes, nous rassure effectivement et nous permet de nous raccrocher à notre humanité, comme quand on sait que d'autres personnes souffrent de nos troubles aussi, comme par exemple des troubles anxieux. Ça fait du bien de savoir que d'autres passent par les mêmes affres. Merci Toussaint Cortitiato. Je vous propose tout de suite de retrouver Sérène Talamogne. Sérène qui fait l'éloge ce soir de l'échec. Alors pas les échecs, le jeu, mais l'échec, échoué. Oui, parce que j'ai vu que vous travaillez aussi sur cette thématique. Vous avez fait une conférence, Nos heureuses défaites. Et ça m'a beaucoup intéressé, cette thématique-là. Vous dites que dans nos sociétés actuelles, l'échec est proscrit, en fait. C'est ça. Je l'interprète comme ça. Cette injonction à la réussite. À la réussite et au bonheur, un peu à la performance, en fait. Et ça m'a renvoyé à un ouvrage de Jean-Marie Roard qui parle, lui, de Napoléon. Donc, en fait, c'est pas forcément seulement dans nos sociétés actuelles. Lui, Jean-Marie Roard, il interprète Napoléon, donc Jean-Marie Roard, qui est écrivain, journaliste, membre de l'Académie française. Il interprète la vie de Napoléon, pas à travers ses victoires et ce que tout le monde voit de Napoléon, vraiment l'homme qui réussit tout, mais à travers ses échecs. Et je vais vous lire quelques mots de ce qu'il en dit. Si je me suis intéressée à Napoléon avec autant de passion, c'est parce que je me suis identifiée à lui, par ses échecs. Parce que c'est un homme auquel on peut facilement s'identifier par ses échecs. Et c'est l'angle sous lequel j'ai essayé d'écrire mon livre. C'est de montrer que cet homme qu'on considère comme l'homme de toutes les victoires est, au fond, un homme qui a beaucoup souffert de ses échecs et dont le génie a été de dépasser ses échecs. Alors il parle des échecs de tout type d'échecs, notamment de ses échecs amoureux. Il a eu des relations très tumultueuses avec Joséphine, notamment. Et ça rassure Jean-Marie Roard, qui dit « Je ne parle pas de ces échecs amoureux qui, justement, sont une grande consolation pour les gens qui sont trompés. » Eh bien, lui, devant cette situation dramatique qu'il a affrontée, il a montré, au fond, qu'il avait des faiblesses. Donc, c'est ces faiblesses qui font le héros. Le héros pour Jean-Marie Roard et selon lui, il interprète les choses un peu comme ça. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'identifient à Napoléon. On pourrait aussi parler d'un aspect aussi en pathologie aussi. Les gens qui s'identifient à Napoléon, il y a différents stades. Et pour lui, c'est aussi par rapport au fait qu'il a cet aspect humain. Et je vais vous lire juste un petit passage de son ouvrage, donc son ouvrage qui raconte sa vie sous l'angle, évidemment c'est un roman, c'est pas un livre d'histoire, mais c'est un roman historique, sous l'angle de ses échecs. Et là, ça nous intéresse, il parle de son départ de la Corse. Alors voici ce qu'il dit. À bord du Hasard, donc le bateau, Napoléon quitte la Corse. Sur le pont, il observe avec une longue vue la forteresse de Calvi qui se dissipe dans le lointain. Il sait que désormais, il va jouer son ultime carte en France. Il a tout perdu, sa famille est ruinée. Et lui-même a vu se ruiner ses rêves au cours de ces 6 années dispensées en pure perte. Mais il croit en son étoile. Il veut transformer l'échec en succès, tirer profit de ses erreurs, trouver dans l'humiliation un surcroît d'énergie. Ce qu'il ignore, c'est que ce désastre qu'il vient d'essuyer dans son île natale, qui trouve une issue si lamentable dans cette fuite au crépuscule avec tant d'ennemis à ses trousses, se répétera toute sa vie, sur des théâtres de plus en plus vastes. C'est d'échec en échec, chaque fois surmonté, de mauvaises passes en déconfiture, qu'il va forger sa statue de héros hors du commun. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je considère que les défaites font partie de notre être en tant qu'humain. C'est-à-dire que la vulnérabilité, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres vulnérables.
Donc la défaite s'inscrit totalement dans cette destinée humaine. Le danger, c'est quand quand on a une injonction de réussite. Parce que la réussite dans notre culture, c'est une réussite qui est obligatoire, sous peine d'avoir un être qui devient un être défaillant. Hein, c'est pas tenter et puis bon, si ça marche, ça va. Ça engage tout l'être. Donc ça donne des pathologies aujourd'hui qui sont assez lourdes, des pathologies qui sont narcissiques et identitaires, parce que c'est pas ça qui provoque ces pathologies, mais ça renforce ces pathologies. Et à partir de là, c'est important de pouvoir dire souvent que la vulnérabilité est quelque chose qui nous constitue. Et que ce n'est pas une faiblesse. La vulnérabilité, c'est ce qui nous permet de rester vivants. Que ce soit physiologiquement ou psychiquement, c'est la vulnérabilité qui nous permet de vivre dans notre environnement, de nous régénérer et de nous adapter totalement à ce que nous avons à vivre. C'est l'essence même de notre humanité. C'est l'essence même de notre humanité. Mais quand on ne le rappelle pas, ça pose un problème. Merci, Serena Talamogne. Je vous propose de retrouver tout de suite Cécile Orsogne pour votre chronique cinéma. Exactement. Alors la filiation, c'est un sujet passionnant. Et Xavier Dolan, l'un des réalisateurs les plus doués de sa génération, en a fait l'un de ses thèmes de prédilection dans tous ses films. Et dans son film Juste la fin du monde, il raconte l'histoire de Louis, un jeune homosexuel qui quitte la ferme familiale pour enfin s'épanouir et devenir un écrivain à succès. Il apprend malheureusement, au bout de 12 ans, 12 années d'absence, qu'il est malade du sida. Et il se dit là, c'est le moment de revenir voir ma famille et de leur annoncer que je vais mourir. Sauf que quand il retourne dans sa famille, il y a tellement de tension, de jalousie, qu'il va repartir sans finalement avoir eu le courage de livrer son secret. Donc moi, je me demandais en fait si on pouvait un jour devenir à ce point étranger à sa propre famille. Alors on peut apparemment devenir étranger à ce qui circule dans l'univers familial, c'est-à-dire à la manière de communiquer, parce qu'on a appris une autre manière de communiquer ailleurs. On va sortir de loyautés familiales qui peuvent être handicapantes, mais on ne peut pas devenir étranger parce qu'on ne peut pas s'auto-engendrer. C'est-à-dire qu'on est toujours conditionné par son univers familial, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut d'abord connaître son conditionnement avant de pouvoir prendre de la distance. Et donc de devenir en quelque sorte étranger à sa famille, c'est-à-dire ne pas raisonner comme certains membres de sa famille, mais en gardant quand même ce sentiment qu'on appartient à cette famille d'une manière ou d'une autre et que la construction première s'origine dans cette famille. Alors dans le film My Eton Princess, Eva Ionesco raconte sa propre histoire et elle montre comment il est difficile d'échapper à son destin familial, puisque alors qu'elle n'était qu'une enfant, sa mère l'a fait poser les jambes écartées, dans des positions très érotiques. Et ça va traumatiser profondément Eva. Elle en garde encore des séquelles aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, elle se bat encore pour faire interdire ses photos et sa mère, âgée de 80 ans, les exploite toujours. Comment on se remet de traumatismes familiaux vécus à l'enfance ? Alors là, vous parlez d'une situation où un enfant est utilisé comme objet et n'est pas considéré comme sujet. Alors effectivement, ça provoque des traumatismes très forts. Là, il y a une seule manière de se sortir de... Enfin, j'aime pas quand je dis une seule manière, c'est un peu restrictif, mais en tout cas, une manière évidente de se sortir de ces traumatismes, c'est de pouvoir engager un travail, quelle que soit la psychothérapie de reconstruction, qu'on va choisir, mais effectivement, parce qu'il faut pouvoir prendre en compte ce qui s'est passé, l'impact que ça a eu au moment où ça s'est passé, puis dans l'après-coup. Et donc c'est un travail vraiment de fond qui est à mener là. Oui. Merci Cécile, parce qu'on n'a plus le temps. Donc merci pour votre chronique cinéma. On passe rapidement à l'interview freudienne, donc Toussaint Cortitiat, l'arroseur arrosé, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce que vous croyez en l'inconscient de Freud, voilà, que nous ne sommes pas conscients de tout ce qui se passe dans notre cerveau ?
Alors, je ne crois pas à l'inconscient de Freud, je crois à l'inconscient tout court. L'inconscient freudien, c'est quelque chose de particulier, mais l'inconscient des neurosciences existe pour tout. C'est-à-dire que tous nos actes, toutes nos pensées, tous nos mouvements sont d'abord inconscients. On ne peut pas échapper à son inconscient. La prise de conscience est très légère, très tardive et très lente. Une dernière question, est-ce que, comme Freud, vous pensez que le bonheur est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte? En 15 secondes. Je crois que parler du bonheur, le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui devient du marketing aujourd'hui. Et moi, je ne crois pas forcément au bonheur. Je crois à l'épanouissement davantage. Je crois au petit plaisir de la vie quotidienne, à quelque chose qui est essentiel et très fin. Ce sera le joli mot de la fin de Toussaint Corticiato. Merci à vous d'avoir été avec nous. À mes côtés, il y avait Sandra Alphonse, Serène Orsogne et Cécile. Et je me mélange, la Serène Atalamogne et Cécile Orsogne.